En fournissant certains détails. Certains détails sur la dernière Assemblée générale des Nations Unies, sur quelques mots sur les catastrophes qui se sont produites en Afrique du Nord, les incendies en Algérie, les incendies au Maroc, les incendies en Tunisie, les inondations en Libye et la guerre que prépare Emmanuel Macron au Niger, Mali, Burkina Faso, en ciblant l'Algérie surtout. Donc ça, c'est dans cette Assemblée générale des Nations Unies, je vais aborder quelques points qui ont été abordés sous un autre angle par les représentants du Mali et du Burkina Faso. Il y a quelques éléments de satisfaction, mais loin, très loin, de répondre, de répondre d'une manière claire et ferme à toutes les menaces que fait peser Emmanuel Macron, le roi de France et ses colonies africaines, donc sur ses colonies africaines et sur l'Algérie surtout. Ça, c'est là. Donc, par tradition, c'est juste une tradition, c'est le Brésil qui ouvre le débat. Par protocole dû. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui suivent le Brésil. Pourquoi les États-Unis d'Amérique? Parce que c'est le pays où une hôte du siège de l'Organisation des Nations Unies, du fait que le siège de l'Organisation des Nations Unies se trouve à New York, donc par protocole, on accorde au président des États-Unis d'Amérique ou bien au représentant des États-Unis d'Amérique la parole juste après Lula. En 2013, quand l'Organisation mondiale du commerce était présidée par le Brésilien Roberto Azevedo, son objectif était l'accession, était l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU avec ou sans droit de veto pour le Brésil. Ça, c'est le directeur général de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc là, vous voyez un petit peu comment s'entrecroisent, comment s'interfèrent des organisations internationales entre elles. Donc, le discours d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est la 78e, a été l'œuvre d'Antonio Guterres. Un discours d'une force extraordinaire. Dans un débit assez soutenu, il a touché à tous les sujets de conflit, à tous les sujets de crise et à des voies de solution pour l'ONU. Le discours d'Antonio Guterres, donc en termes de mots, est extrêmement fort. C'est un discours en anglais, je pense que le sous-titrage en français ou en arabe devrait exister, ou du moins une traduction en arabe-français dans les autres langues devrait exister. Pour nous, pour moi, l'allocution d'Antonio Guterres, malgré sa force, malgré sa puissance, malgré sa qualité exceptionnelle, que nous jugeons exceptionnelle, ressemblait plus à un discours d'adieu qu'à autre chose. Antonio Guterres, comprenant la position dans laquelle il se retrouve, a voulu terminer en beauté, avec un discours qui va rester dans les annales. Et c'est un discours qui restera dans les annales. En plus de ça, il confirme ce que j'ai dit bien avant, il y a longtemps là, il confirme que l'Organisation des Nations Unies risque à de très fortes chances de subir le même sort que la Société des Nations, la SDN. C'est-à-dire l'ONU, telle qu'elle fonctionne actuellement, va disparaître. Voilà. Après Antonio Guterres, c'est le président du Brésil, Lula.
confirme ce qu'avait dit Roberto Azevedo en 2013. Il veut une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'élargissement du nombre de sièges du Conseil de sécurité et l'augmentation du nombre de sièges permanents, avec ou sans droit de veto. Lula a refusé de l'aborder, avec droit ou sans droit de veto. Sans droit de veto. Autant que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Lula a insisté sur le respect du multilatéralisme, le respect ou bien la consécration du multilatéralisme. Surpris. Je suis surpris. Parce que le multilatéralisme tel qu'il fonctionne actuellement est complètement à l'avantage du bloc de l'Ouest, en tête desquels il faut mettre toujours les États-Unis d'Amérique. Pour rester dans la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a une merveille, entre guillemets, et une idiotie à la fois. C'est une merveille. Et une idiotie à la fois. Merveille, elle vient du président de l'Ukraine, qui a demandé la suppression du droit de veto à la Russie. Rien que ça. Ça, c'est une merveille. Il a osé demander la suppression du droit de veto de la Russie et de ses actuels dirigeants. C'est une connerie. Pourquoi c'est une connerie? Premièrement, il est loin d'être en position de demander un tel acte. Deux, le président de l'Ukraine est insignifiant actuellement. Insignifiant. Dans le jeu international, le président de l'Ukraine est insignifiant. Si l'Ukraine est un enjeu, le président de l'Ukraine est en dehors de cet enjeu. En restant toujours dans cette Assemblée générale des Nations Unies, le représentant de la Fédération de Russie, en la personne des ministres de son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lui, il a complètement défoncé l'Organisation des Nations Unies et son Conseil de sécurité de l'ONU. Il l'a complètement défoncé, en disant que l'ONU est au service de l'Occident, point barre. Il a dit quelque chose. Il a dit que c'est l'Occident qui impose les règles du jeu international, c'est l'Occident qui impose les textes, les lois et les textes à ratifier, que les autres ne comptent pour moins que rien. Voilà. Donc, en faisant la somme, secrétaire général des Nations Unies, avec son discours d'adieu, le président du Brésil, Lula, la proposition du président de l'Ukraine pour la suppression du droit de veto à la Fédération de Russie, le discours de Sergei Lavrov au nom de la Russie, etc. Donc, ce que j'ai dit il y a plusieurs mois déjà de cela, se confirme. La disparition de l'ONU. En parlant de rouages internationaux maintenant, cette Assemblée générale des Nations Unies aurait été une occasion pour l'Algérie de manœuvrer. Malheureusement, incapable de manœuvrer dans les espaces internationaux complexes, sans compétence pour y aller, sans préparation de l'Assemblée générale, c'est-à-dire tous les rendez-vous, toutes les ententes, toutes les déclarations communes, etc., qu'il faut préparer, qui se préparent 6 mois, une année à l'avance. L'Algérie, elle a brillé par sa nullité. Parlons de l'Algérie maintenant. Donc,
Elle a raté une occasion pour négocier dans des espaces internationaux complexes, construire des alliances, des alliances probablement pas avec les pays extrêmement avancés, mais au moins avec les pays voisins, avec le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, la Mauritanie. Construire au moins une alliance dans un espace international. Très bien. Donc elle l'a raté. Elle a raté cette opportunité de nouer des contacts avec d'autres États, qu'ils soient puissants ou moyennement puissants ou faibles. Ben, c'est la loi. Il existe des États faibles dans le monde. Ça, c'est la première. Anecdotiquement, mais une anecdote assez pour l'esprit, hein. Le siège des Nations Unies à New York se trouve, disons, à 7-8 minutes de la maison du précédent président des États-Unis d'Amérique, de Donald Trump. Le siège des Nations Unies est à 10 minutes à pied, hein, sur la même avenue. Même avenue que Trump Tower, la tour de Donald Trump, 10 minutes. À environ 15 minutes du siège des Nations Unies à New York. 15 minutes de marche à pied dans une rue perpendiculaire, j'ai oublié le numéro de la rue là, se trouve le premier appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par Mohamed Yazid par la suite, pour la représentation du Front de Libération Nationale à New York, en visant les États-Unis d'Amérique et l'Organisation des Nations Unies. Donc, l'appartement loué par Hussein Ahmed, occupé par la suite par Mohamed Yazid, se trouve à peu près à 15-16 minutes de marche à pied. Hein. C'est un parcours que j'ai fait personnellement. C'est un parcours que j'ai fait. J'ai même montré quelques photos de cet appartement. Est-ce que ceux qui sont partis, est-ce que les Algériens partis pour être présents à l'Assemblée générale des Nations Unies ont eu la présence d'esprit de visiter cet appartement comme lieu historique? Ont-ils pensé à le racheter cet appartement pour en faire un lieu historique, un milestone, un hallmark de l'Algérie aux États-Unis d'Amérique? Bon, ça c'est des éléments. L'autre élément plus que cardinal pour moi, cette Assemblée générale des Nations Unies, avec tout ce qui se passe en Afrique, qui se passe à l'Est, en Orient, hein, Russie, Chine, etc., ce qui se passe sur le continent américain, ce qui se passe en Europe, hein, et tout le poids que subit l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à travers toutes ces bagarres-là, à travers toutes ces crises. L'Algérie a raté l'occasion de demander l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord, qui dit que l'Algérie est une propriété privée de la France, c'est-à-dire est une propriété privée du roi de francophonie africaine, l'actuel mégalomane président de la France, Emmanuel Macron. Je pense que poser en termes de droit international l'abrogation de l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord était plus important que les autres charabia qui ont été prononcés. Bon, pour les mots qui ont été prononcés, le très peu, je précise, j'ai écouté la version anglaise, c'est-à-dire la traduction anglaise simultanée, hein, elle était simultanée.
Normal. Même la traduction simultanée a été l'œuvre de 2 traducteurs. Ils ont eu de la compétence, est-ce que c'est dans la difficulté? J'ignore. Mais ils ont eu des difficultés à traduire rapidement ce qui se disait en temps réel. Ils avaient eu des difficultés. Voilà. Donc c'est la version anglaise que j'ai écoutée. Parce que le son arabe, en arabe, c'est coupé. Ça, c'est sur le site internet de l'Organisation des Nations Unies. Hein. Voilà. Il a été question de certains enjeux internationaux, il a été question de certaines catastrophes, de la participation de l'Algérie dans la paix, etc., etc. Et il a été question des droits de l'homme. Dire que c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même, ça c'est le peuple libyen qui doit régler ses problèmes par lui-même. C'est un peu difficile à comprendre et à analyser. Et comprendre, analyser pour fournir des solutions, c'est ardu. Parce que c'est le peuple libyen qui a créé ce problème. C'est le peuple libyen qui a accepté d'être dans cette situation. Dans une situation qui lui a été imposée. Cela est vrai. Cette situation lui a été imposée par les puissances du moment et exploitée par d'autres puissances du moment, créées par les puissances du moment sur la France et les États-Unis. Exploitée par les forces du moment, c'est la Fédération de Russie et de la Chine. Un peu moins l'Allemagne et l'Italie. C'est le peuple libyen qui s'est mis dans des conditions pour qu'on lui impose cette situation avec l'assassinat de Muammar Kadhafi qui a conduit maintenant à la partition de la Libye en 2 parties. Ça c'est certain. Et en 3 parties, il faut attendre un petit peu comment ça va évoluer entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire la partie Est de la Libye dirigée par le général et la partie Ouest dirigée par un gouvernement civil. Ça. Dire que ce sont les Libyens qui vont régler ce problème, ouais. Les Libyens, en plus de ça, ils ont vécu le terrible drame des inondations. Dans l'indifférence totale de toute la communauté internationale, et puisque nous sommes dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, des débats de l'ONU. Plan de secours, plan d'intervention, etc. Hein. L'ONU a des fonds spéciaux pour ça, hein. Des fonds pour les catastrophes naturelles, les calamités, etc. Donc, voilà. Alors là, pour l'Afrique, s'il vous plaît, dites ce que vous en voulez sur ça. Maintenant, la version anglaise de l'allocution de l'État algérien que j'ai écoutée m'a donné l'impression que son rédacteur est la même personne que celle qui a rédigé le fameux communiqué contre la Banque mondiale par l'APS. Il me donne ce goût, cette impression, Junior. Celui qui a rédigé l'article, la dépêche contre la Banque mondiale il y a 2 années de cela. Hein. 2 années de cela. Et celui qui a rédigé les mots de l'État algérien, c'est-à-dire le mot des généraux algériens à l'ONU, sont la même personne. Parler des droits de l'homme en Algérie, des avancées des droits de l'homme, protection de la femme, promotion de la femme,
protection de la femme, promotion de la femme. Bon, c'est des termes creux là, hein? C'est des termes creux. Hein? C'est des termes creux. En Algérie, c'est du toupet. Hein? Il faut avoir du toupet. Il y a probablement autour de 400, 500 de détenus politiques en Algérie. Hassan El-Khadi a été défendu par d'illustres penseurs et intellectuels vivants, comme Noam Chomsky. L'assassinat impuni de Lounas Mahtoub demeure à ce jour noir. On vient. Parler des droits de l'homme? Oui, parler des droits de l'homme pour vanter l'Algérie, une Algérie de mise en coupe réglée par les généraux. Hein. Je le répète, privatisée, l'Algérie est actuellement privatisée, la décision de justice est privatisée, la politique est privatisée. Voilà. Par des généraux qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez. Avec tout ce qui entoure l'Algérie, avec la cible d'Emmanuel Macron d'abattre l'Algérie, ils sont tous au silence. Ça, c'est le truc. Parler du respect des droits de l'homme en Algérie, plus qu'une anomalie, c'est plus qu'une anomalie. À ce titre, je dois rappeler que c'est en 2013 que j'ai abordé les droits de l'homme en Algérie par l'inflation dans une conférence à Akbou, hein, à Akbou même, en Algérie même. J'ai réagi au président du Parlement européen, David Sassoli. Je l'ai défié pour m'accorder un droit d'intervention devant le Parlement européen pour lui dire que la violation des droits de l'homme en Algérie, en étant vraie bien sûr, mais que cette violation est exploitée pour servir les intérêts de l'Europe et de la France en particulier. La France qui est la championne d'Europe dans la violation des droits de l'homme. Championne d'Europe dans la violation des droits de l'homme. Lors d'un séjour dont j'ai parlé rapidement de 9 jours en Norvège, l'Algérie est complètement ignorée. L'Algérie est complètement ignorée. J'ai envoyé 2 lettres au Premier ministre de Norvège, une lettre au ministre des Affaires étrangères, au FACFO, Institute for International Relations Studies, et à la maison de la Fondation des droits de l'homme à Oslo. Mon objectif est de lancer, du moins, de parler de la situation des droits de l'homme en Algérie et pour mettre en exergue, juste en exergue, le cas d'Hassan El-Khadi et de Lounas Mahtoub qui concentre tout ce que subissent les Algériennes et les Algériens en Algérie en termes de droits de l'homme. Rien. Pire que ça, j'ai récolté une complexité internationale. J'ai récolté une complexité juridique internationale. Bon, je suis en train de régler.